Ils ont fait ça parce qu'ils pensaient que ce serait réglé en une semaine. C'est pour ça qu'ils ont tout de suite éliminé les dirigeants, aussi bien en juin dernier que de nouveau en février. Ils croyaient pouvoir mettre fin aux protestations qu'il y avait en Iran et ils voulaient s'en servir pour lancer une attaque contre le régime, provoquer un changement de régime et mobiliser, disons, leurs forces supplétives régionales, les Kurdes par exemple, pour qu'elles interviennent et prennent certaines positions. Cette idée était complètement absurde et elle montre simplement qu'ils ne connaissent pas l'Iran, pas plus que les Européens d'ailleurs. À contre-courant à propos de la personne. Bonjour et bienvenue dans Contre le courant. Je vous présente ici des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent passer sous silence. L'accord de principe entre l'Iran et les États-Unis tiendra-t-il vraiment? Est-il suffisant pour mettre fin à la guerre d'agression contraire au droit international que mènent les États-Unis et Israël contre l'Iran? S'agit-il d'un aveu de défaite de Washington ou simplement d'une nouvelle manœuvre de diversion de Donald Trump? Personne n'est mieux placé pour en parler que Karen Lochfeld. Elle est journaliste, essayiste, auteure, vit en partie au Liban, ce qui lui permet de vérifier la réalité sur le terrain, et elle est en contact étroit avec toutes les parties au conflit. Bonjour Madame Lochfeld. Bonjour Monsieur Bab. Que faut-il penser de ce protocole d'accord? Est-ce une manœuvre pour tromper ou y a-t-il vraiment une chance de mettre fin au massacre? Cela prolonge pour l'instant la situation de trêve mutuelle. Cette trêve avait été conclue le 8 avril quand les États-Unis et l'Iran s'étaient mis d'accord. Et maintenant, elle est prolongée de 60 jours supplémentaires, concrètement, grâce à ce mémorandum d'entente. Elle entre en vigueur, pour ainsi dire, dès la signature. Les deux présidents ont d'ailleurs signé électroniquement. Avec cette signature, commencent des négociations destinées à approfondir, vérifier et mettre en œuvre concrètement les points sur lesquels un accord a été trouvé. Ces discussions auront lieu entre les diplomates des deux pays, à Genève, peut-être aussi à Vienne, selon les sujets concernés. Il faut préciser qu'un acteur important de cette guerre, à savoir Israël, n'est pas présent à la table des négociations. Mais dans la version que les États-Unis ont présentée aux journalistes, dans une déclaration en 14 points, il est dit que les États-Unis, l'Iran et tous les acteurs de cette guerre, enfin le mot guerre n'est peut-être pas exactement mentionné, mais en tout cas tous les acteurs impliqués, donc surtout Israël, mais aussi le Hezbollah au Liban, se sont mis d'accord sur un certain nombre de points, et ainsi de suite. Autrement dit, on part du principe qu'une période de négociation d'environ 3 mois, 60 jours, va commencer pendant laquelle les armes doivent se taire. L'Iran a confirmé cela. Le président iranien Raïssi l'a signé, y compris par voie électronique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les combats au Liban? Le côté israélien a déjà clairement fait savoir qu'il n'a aucune intention d'arrêter les opérations et les attaques. Oui, c'est exact. Au début, on disait encore que les États-Unis et Israël avaient tous les deux affirmé, enfin les États-Unis disaient que le Liban n'était pas concerné, que c'était un autre conflit. Et Israël, dès le départ, a dit qu'il ne respecterait pas cela.
Au contraire, vous vous souvenez peut-être, quand le premier cessez-le-feu a été conclu le 8 avril, Israël a déversé un bombardement massif sur le Liban, avec rien qu'à Beyrouth, plus de 350 morts en 10 minutes. C'était un message clair. Les Israéliens mettent en scène leur mépris pour leurs voisins et aussi pour ce genre d'accord. Netanyahou, lui, est resté silencieux au début. Il a fallu du temps avant qu'il prenne la parole. Le Hezbollah, de son côté, a déclaré qu'il respecterait l'accord. Mais le Hezbollah a dit, dès le début, qu'il défendrait le pays contre les attaques d'Israël et qu'il agirait contre les troupes d'occupation. Donc oui, c'est en fait un conflit un peu différent. On y reviendra sans doute tout à l'heure, plus en détail. Mais le Hezbollah dit « Nous ne tirons pas, c'est Israël qui a tiré ». Et il y a eu de nombreuses violations de la frontière, par l'aviation israélienne, par l'artillerie et aussi depuis la mer. Les Israéliens mènent d'importants mouvements militaires là-bas, comme s'ils continuaient à détruire tout en construisant leurs propres fortifications. Autrement dit, ils veulent maintenir leur occupation du Sud-Liban. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré le ministre israélien de la Défense, Katz. Cela veut dire que la situation au Liban reste difficile, mais qu'en principe, ces derniers jours, elle est restée plus calme. Donald Trump, en tant que président des États-Unis, a-t-il vraiment le pouvoir et surtout la volonté de tenir Netanyahou en laisse? Il peut agir très concrètement sans même avoir besoin d'en dire beaucoup, simplement en suspendant la coopération militaire et celle des services de renseignement avec Israël. Israël ne peut pratiquement rien faire sur le plan militaire sans avoir accès à ce système complexe, un réseau qui couvre toute la région, depuis la Méditerranée orientale jusqu'à l'Iran et presque jusqu'à l'Afghanistan. Cela veut dire que, grâce aux satellites, depuis l'espace, depuis les airs ou à partir de bases au sol, des frappes aériennes peuvent être dirigées, rendues possibles, et que les cibles peuvent être identifiées. Tout ça, Israël ne peut le faire qu'avec le soutien des États-Unis. Si les États-Unis interrompaient ce soutien, Israël ne pourrait pas continuer ses attaques comme il l'a fait jusqu'ici. Et puis, il y a un deuxième point. Le renseignement, la surveillance, l'espionnage, les satellites, les agents sur le terrain. Tout ce matériel, toutes ces informations que les Américains collectent dans toute la région ne seraient plus partagées avec Israël. Ce serait un signal très clair si les États-Unis prenaient une telle décision. Mais il y a beaucoup de résistance, y compris aux États-Unis, contre cette idée. Alors, il essaie de faire ce qu'il peut, notamment ces attaques verbales contre Netanyahou. C'est peut-être aussi lié à son tempérament, à celui de M. Trump, mais il a dit très clairement et même à plusieurs reprises qu'Israël devait se comporter différemment vis-à-vis du Liban. Et cela parce que les États-Unis veulent que le Liban conclue un accord avec Israël, qu'il y ait donc de vraies négociations avec du contenu, pas comme ce qui se passe en ce moment à Washington. Il veut une sorte de normalisation des relations entre le Liban et Israël. Et il a compris que l'Iran, qui exerce une forte influence au Liban, ne soutiendra et ne favorisera cela que si ces attaques cessent. Si Donald Trump ne met pas immédiatement fin à la coopération des services de renseignement et de l'armée avec Israël, est-ce qu'il joue alors un double jeu? Oui, je dirais que oui. Il sait très bien ce qu'il faudrait faire pour vraiment interrompre tout ça. Mais il ne le fait pas, parce qu'il est lui-même sous pression à l'intérieur des États-Unis. La situation là-bas, par rapport à Israël, c'est que l'opinion publique rejette complètement ces guerres. Et il y a aussi une forte opposition au sein de la population juive américaine qui a beaucoup protesté contre la guerre à Gaza et maintenant aussi contre celle au Liban.
Mais au Congrès et au Sénat, il dépend de leur résolution, de leur vote, parce que les élections de mi-mandat approchent. Et au Parlement, il y a une très large majorité en faveur de la poursuite de la coopération avec Israël. Oui, il s'agit même d'un renforcement, surtout de la coopération militaire. On n'en a pas encore beaucoup parlé ici. En réalité, il existe une proposition de résolution pour que les forces armées israéliennes et américaines soient reliées entre elles dans leur coopération au niveau du commandement. Et je pense que, pour Trump, c'est encore une situation difficile à évaluer. En ce moment, il veut surtout s'assurer que les républicains ne perdent pas dans les deux chambres lors des élections. Lors des élections de mi-mandat en novembre, les républicains vont être sous pression. On peut s'attendre à ce que les démocrates gagnent des sièges. Et les démocrates, en ce qui concerne le partenariat avec Israël, sont eux aussi des partisans d'une ligne dure contre l'Iran. Est-ce que ça vous rend optimiste? Un tel mémorandum d'entente peut-il vraiment tenir dans ces conditions? Quand on regarde la situation dans son ensemble, on ne peut pas vraiment être optimiste. Il y a tellement de gens qui, comme on dit en anglais, sont des spoilers. Ceux qui cherchent toujours la petite bête ou un moyen de faire échouer quelque chose sur quoi on s'était pourtant mis d'accord. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est un rejet très clair de cette guerre et une critique de plus en plus forte aussi au niveau international envers Israël. Reste à voir si ce ne sont que des paroles ou cela a vraiment des conséquences. Ou bien il sera observé. Mais l'Iran est aujourd'hui plus fort qu'avant dans sa position parce qu'il a été attaqué en violation du droit international. Il a été frappé par 2 puissances nucléaires à cause de son prétendu programme d'armes atomiques qu'il n'a en réalité pas. Et ces attaques ont aussi visé la population civile, les infrastructures civiles, même le langage utilisé, y compris par M. Trump, dire qu'on va détruire des ponts et toute une civilisation. Cela veut dire que Téhéran est désormais la nouvelle force dominante, la puissance forte au Proche et au Moyen-Orient, et non plus les États-Unis. Est-ce que l'Iran a gagné la guerre? Gefördert und innerhalb der Region mit den arabischen Golfstaaten steht der Iran jetzt besser da als vorher. Das heißt, Teheran ist die neue starke Kraft, die dominante Kraft in Nah- und Mittelost, nicht mehr die Vereinigten Staaten. Hat der Iran den Krieg gewonnen? Diesen Abschnitt wohl schon. Oui, probablement cette partie-là. Alors, pour ce qui est des bénéfices, c'est difficile à dire. Les pertes sont énormes. Dans le mémorandum d'accord, il est précisé que les États-Unis vont mettre à disposition 300 milliards de dollars pour la reconstruction, en coordination avec les États du Golfe arabe, là où se trouvent les bases militaires américaines, que l'Iran a aussi attaqué. Donc ces pays seront impliqués dans le processus de reconstruction. L'idée, c'est qu'il y ait clairement une forme de réparation, et ça, l'Iran l'a imposé. Mais les effets à long terme, la question de savoir si les relations pourront vraiment se stabiliser dans la région, ça ne dépend pas seulement de l'Iran et des États-Unis. Israël joue un rôle déterminant, notamment en ce qui concerne le Liban, mais aussi par son action en Syrie, ses menaces contre le Yémen et la manière dont la situation en Syrie va évoluer. Und wie sich das auch die Situation in Syrien entwickeln wird, wo ja die Türkei und auch Saudi-Arabien regionale Interessen La Turquie et aussi l'Arabie saoudite ont bien sûr leurs propres intérêts régionaux. Toute cette situation est, comme le disent d'ailleurs les Iraniens eux-mêmes, très complexe, et c'est presque un euphémisme. Il y a tellement d'intérêts différents, de guerres, de crises qui ont été attisées et construites au fil des années. Stabiliser tout cela et le rassembler dans un processus régional, c'est clairement l'objectif des Iraniens.
Ils veulent une stabilisation de la coopération régionale et ils sont soutenus dans cette démarche, par exemple par des pays comme la Russie ou la Chine. Le Pakistan joue aussi un rôle important et maintenant l'Égypte également. Mais tout cela, ce n'est en rien une garantie. Aber das ist alles keine Versicherung. Wir kommen darauf zurück. Ich möchte noch einen Moment On y reviendra. Mais je voudrais rester un instant sur les États-Unis. Ils ont puisé massivement dans leurs réserves de pétrole pour soutenir le marché et faire baisser les prix. Parce qu'avec la fermeture partielle du détroit d'Ormuz, les prix du baril ont littéralement explosé. Alors où en est-on? Quel résultat a été obtenu? Les navires circulent-ils à nouveau? Welches Ergebnis wurde erzielt? Fahren die Schiffe wieder? Ja, also es ist jetzt von Medien berichtet worden, dass die ersten Oui, alors les médias ont rapporté que les premiers pétroliers iraniens ont repris la mer parce que les États-Unis ont levé leur blocus des ports iraniens ces derniers jours. En fait, déjà avant la signature de ce mémorandum, il y avait eu des mouvements. Et dans les discussions qui vont maintenant avoir lieu, il s'agira de préciser comment à l'avenir Oman et l'Iran pourront contrôler ce passage, en particulier le détroit d'Ormuz, et comment certaines de leurs tâches pourront être rémunérées. Ce n'est pas une demande spéciale. La Turquie aussi perçoit des droits pour les navires qui passent par le Bosphore. Donc c'est tout à fait normal dans le cadre de relations internationales ordinaires. Der normalen Beziehung auch. Aber Les États-Unis essayent donc de réorganiser les transports de pétrole pour que le flux reprenne d'une certaine manière. Mais il est évident que, avec la destruction, par exemple, d'installations de gaz naturel liquéfié au Qatar, le site de Ras Laffan a été détruit, et aussi d'installations au Koweït, tout cela va prendre beaucoup de temps à réparer et à reconstruire. Ça ne pourra se faire que petit à petit. La question maintenant, c'est que les États-Unis avaient accordé une dérogation pour le pétrole russe. Trump a annoncé qu'il voulait la retirer d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore de signe vraiment clair à ce sujet. Ce qu'on constate, c'est que le prix baisse. Mais savoir si ça va durer, ça, il faudra encore le voir. Ob das auf Dauer so bleiben wird, das muss man auch warten. Interessant ist ja, Sie haben es erwähnt. Ce qui est intéressant, comme vous l'avez mentionné, c'est que l'Iran, avec ses contre-attaques, a aussi détruit une grande partie des infrastructures pétrolières, gazières et d'engrais, ainsi que des installations de production dans les pays du Golfe. La leçon pour ces États du Golfe, est-ce que c'est que l'Amérique ne peut pas les protéger? Ou dit autrement, est-ce que les États-Unis vont finir par perdre, à long terme, leurs vassaux dans le Golfe? Ihre Vasallen am Golf langfristig verlieren. Die Angriffe des Irans haben sich vor allen Dingen gegen die militärischen Basen Les der attaques USA de l'Iran in erster ont visé avant tout les bases militaires américaines. Principalement, je crois qu'ils ont bombardé au moins 16 bases de l'armée américaine à un point tel qu'elles ne peuvent plus être utilisées. C'est une perte que les États-Unis ne reconnaissent pas vraiment. Par conséquent, cela a aussi conduit, par exemple, le Qatar, où se trouve la plus grande base militaire américaine, à demander aux Américains de retirer leurs troupes, donc à ne plus utiliser cette base. Des installations satellites et radars ont également été détruites, et leur remplacement prendra beaucoup de temps, parce qu'il faut les reconstruire entièrement avant qu'elles puissent de nouveau être opérationnelles. Produziert worden sind, in Einsatz zu kommen. Und sie haben also vor allen Dingen Et ils ont visé des installations de production, surtout des sites d'extraction de pétrole, notamment ceux qui étaient aussi utilisés à des fins militaires par les Américains, au Koweït surtout, mais aussi à Bahreïn. Leur stratégie, c'était clair. Si nos installations pétrolières sont attaquées, alors nous attaquerons aussi des installations pétrolières. C'était une stratégie annoncée, nous répondrons de la même manière que vous nous attaquez. Ce qu'ils n'ont pas fait, en revanche, c'est attaquer des écoles, comme l'ont fait les Israéliens et les Américains. Mais tout cela a eu une conséquence très nette. Les États arabes du Golfe ne se sentent plus du tout en sécurité. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die arabischen Golfstaaten überhaupt nicht mehr geschützt fühlen.
Mais tout ça a commencé bien plus tôt, avec le retrait d'Afghanistan. Quand les Américains sont partis précipitamment après 20 ans d'occupation, les pays du Golfe ont tout de suite compris. Nous aussi, nous sommes les alliés arabes des États-Unis, et il risque de nous arriver la même chose. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à se tourner par exemple vers les BRICS, à renforcer leurs liens avec la Chine et à resserrer leurs relations avec la Russie. C'est donc une évolution que s'ils ne peuvent plus vexer. Le professeur Richard Wolff de New York a dit dans un entretien avec Glenn Diesen que nous assistons en ce moment au déclin d'une superpuissance, d'un hégémon. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, depuis un bon moment déjà. Évidemment, quand on couvre une région précise, on a toujours un certain regard en tunnel sur cette région. Pourtant, le Proche et le Moyen-Orient sont très divers, avec énormément d'intérêts différents. Mais il est clair que les Américains, déjà sous Obama, se sont concentrés sur un nouvel adversaire majeur, et c'était la Chine. Du coup, il ne faut pas s'étonner que les États arabes du Golfe cherchent de nouveaux soutiens quand les États-Unis se retirent de cette manière. Beaucoup de conflits restent toujours présents et les intérêts américains dans la région, on le voit encore aujourd'hui, restent importants. Mais ils n'en ont plus les moyens. Ils ont perdu la confiance des pays de la région. Et ça, depuis longtemps. Sie haben das Vertrauen verloren bei den Staaten der Region schon lange. Mit dem Irakkrieg hat es schon angefangen, mit dem Rückzug. Tout ça a commencé avec la guerre en Irak, puis avec le retrait d'Afghanistan et ce soutien sans fin à Israël. Les pays de la région en subissent directement les conséquences, bien sûr. Et puis, cette pression pour conclure un accord de normalisation avec Israël sans jamais prendre en compte le conflit central de la région, la situation de la Palestine. Tout cela a provoqué une profonde aliénation. Les pays du Golfe tirent une leçon. Les Américains ne peuvent pas nous protéger. Et peut-être qu'ils ne veulent même pas le faire. Est-ce une leçon que les responsables politiques européens doivent encore apprendre? Est-ce de là que vient cette hystérie de guerre en Europe? Je pense que la situation en Ukraine, c'est une escalade annoncée depuis longtemps. Ça n'a pas commencé en 2022, ça a commencé dès 2014, avec les tentatives de la Russie de négocier un accord de sécurité pour l'Europe et pour elle-même. Tout cela a été bloqué par l'Occident. Donc on peut dire que le moment de cette escalade en Ukraine et surtout contre la Russie est lié à la volonté de l'Union européenne et surtout de la Commission européenne de s'étendre comme un véritable empire vers les pays d'Europe de l'Est et même au-delà, jusqu'à l'est de la Méditerranée. Il y avait ce plan du Grand Moyen-Orient à l'époque du G8, quand la Russie en faisait encore partie. C'était une proposition des États-Unis, élargir le Moyen-Orient pour en faire une zone d'intérêt, notamment aussi pour l'Europe. En gros, tout le bassin méditerranéen, toute la région méditerranéenne, jusqu'à la Levante, devait en faire partie. Ça commençait tout au nord avec les pays scandinaves, donc l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, et ça descendait jusqu'à la Syrie, le Liban, puis ça continuait en Afrique du Nord jusqu'à l'Atlantique. Il existe d'ailleurs une carte de cette zone. Les Européens appelaient ça la politique de voisinage, mais en réalité, c'était, ou c'est encore, une extension impériale des intérêts européens. Et tout cela s'est fait en France, en accord avec les Américains, qui voulaient se retirer de la région pour se concentrer, ou plutôt pour affronter la Chine, au début des années 2000. Et l'idée, c'est qu'à ce moment-là, l'Europe devrait en quelque sorte assumer une fonction de gardien aux côtés d'Israël dans cette région du Moyen-Orient. Et cela incluait aussi le front avec l'Ukraine, celui que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la ligne de front entre l'Ukraine et la Russie.
Autrement dit, tout cela s'inscrit en réalité dans un projet d'expansion impériale de la Commission européenne, selon moi parce que l'Union, elle, avait d'autres intérêts et d'autres conflits internes à régler. Et là-dessus, l'Union européenne a complètement échoué. Aujourd'hui, elle ne joue absolument aucun rôle dans la région. Revenons au détroit d'Ormuz. Ces dernières années, les Iraniens ont dû regarder les États-Unis imposer des sanctions. Ils ont été soumis à des sanctions très dures. Des avoirs à l'étranger, d'une valeur de plusieurs milliards, ont été gelés. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans ce mémorandum d'entente, il est écrit que toutes les sanctions doivent être levées. Les États-Unis doivent petit à petit retirer toutes les sanctions qu'ils ont durcies et étendues depuis 47 ans. Et ils doivent aussi, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, œuvrer pour que toutes les sanctions imposées par le Conseil à la demande et avec le soutien des États-Unis soient également levées. Autrement dit, un processus de retour en arrière doit avoir lieu. De la même façon, les sanctions que l'Agence internationale de l'énergie atomique a soutenues, notamment à l'initiative des soi-disant E3, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne contre l'Iran, doivent elles aussi être levées. Et en parallèle, toutes les sanctions visant les banques, les systèmes de transfert ou les relations avec la Banque centrale iranienne doivent également être supprimées. Tout cela doit être annulé. C'est ce qui est écrit dans ce document. Je dirais que dans ce cas, l'Iran est du côté des gagnants. Absolument. Si on regarde maintenant ce qu'on appelle le programme nucléaire, je tirerais la conclusion suivante. Si j'avais mon mot à dire à Téhéran, la seule chose qui nous protège des États-Unis, c'est le modèle nord-coréen. Nous avons besoin de la bombe. Est-ce qu'en Iran, on voit les choses comme ça? Dans ce mémorandum d'entente, il est écrit que la République islamique d'Iran ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire, mais qu'elle revendique son droit à l'énergie atomique civile. C'est aussi pour cela qu'elle garde cet uranium enrichi, qu'elle n'a pas l'intention de céder. Ils ont proposé de ne pas le liquéfier techniquement, mais plutôt de le neutraliser. Enfin, disons de le rendre définitivement non utilisable à des fins militaires. Quand on parle avec des représentants officiels iraniens ou qu'on les écoute, c'est bien ce qu'ils disent. Et je pense surtout à Ali Khamenei, que, rappelons-le, Israël et les États-Unis ont voulu assassiner dès le début de cette dernière guerre. Il a toujours été, en réalité, un opposant à la bombe atomique. Il l'a dit très clairement, cela ne correspond pas à nos valeurs islamiques. L'Iran fait partie des pays qui réclament depuis longtemps que toute la région soit exempte d'armes de destruction massive, pas d'armes chimiques, pas d'armes biologiques, pas d'armes nucléaires. Et comme on le sait en principe, Israël est le seul pays qui poursuit réellement de tels programmes. Bien sûr, avec l'attaque de l'an dernier, celle de juin, qu'on a presque déjà oubliée, et ensuite cette attaque contre l'Iran, les voix se sont faites plus fortes à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Beaucoup ont dit, cette fois, on comprendrait que l'Iran veuille se doter de la bombe atomique. C'est un débat, je dirais. La position officielle, c'est que dans la République islamique d'Iran, ce type d'arme n'est pas utilisé. Ils ont fait énormément d'autres progrès, notamment avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles qu'ils emploient de manière très habile. Ils disposent aussi aujourd'hui de capacités de renseignement qu'ils n'avaient pas auparavant. Et grâce à tout cela, ils ont en fait atteint la situation actuelle. Donc cela confirme, je pense d'une certaine manière, ceux qui disent nous rejetons ce type d'armes et nous n'en avons pas besoin. Nous avons dopé d'autres armes très efficaces.
L'ancien analyste de la CIA, Larry Johnson, estime que l'Iran disposerait encore d'environ 70% de ses missiles. Vous partagez cette analyse? Je n'ai pas d'informations issues des services de renseignement, donc c'est très difficile à dire. Il existe certaines vidéos provenant de sources iraniennes qui montrent ces dépôts souterrains, ou du moins certaines parties. Ils sont bien remplis, presque jusqu'au plafond, pour ainsi dire. Je ne peux pas le confirmer, mais ce dont l'Iran est capable, c'est de réussir, même dans des conditions extrêmement difficiles, à fabriquer et à développer des missiles, ainsi que des drones. Ils en ont la capacité et ils l'ont déjà prouvé. Qu'est-ce qui a changé sur le plan géostratégique depuis ce protocole d'accord? Ce qui est très clair, c'est que les États arabes du Golfe s'éloignent des États-Unis, à l'exception des Émirats arabes unis. Et ça, c'est un point important. Les Émirats ont signé ce qu'on appelle les accords d'Abraham avec Israël. Je crois que c'était il y a environ 4 ans. Ils coopèrent étroitement avec Israël. Ils ont manifestement soutenu Israël lors d'attaques contre l'Iran et probablement aussi contre le Qatar. Mais il faut le dire, le retrait des Émirats d'OPEP+, a pratiquement constitué un soutien à la position américaine sur le secteur pétrolier. En dehors de cela, on peut dire que l'Iran est aujourd'hui beaucoup plus fort qu'avant la guerre et que le Hezbollah au Liban a consolidé sa position grâce à sa résistance face à l'armée israélienne. C'est sans aucun doute un signe très clair. Das ist auf jeden Fall ein ganz deutliches Zeichen. Der Oberkommandierende der Revolutionsgarden im Iran. Le commandant en chef des gardiens de la révolution en Iran, Kani, a fait une déclaration. Il a dit que désormais, il n'y a plus une axe de la résistance au sens militaire, mais une alliance défensive, une alliance de défense de la résistance. Par là, il parle des unités, donc des milices en Irak, des Houthis au Yémen et du Hezbollah, qui, avec l'Iran, peuvent désormais contrôler militairement la région. Oui, donc, la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, c'est aussi un autre passage maritime important qui relie la mer d'Arabie à la mer Rouge et au canal de Suez. Et le golfe Persique, cette région-là, est, selon lui, pratiquement sous le contrôle de cette alliance défensive de la résistance. Il a présenté cela comme un tout nouvel équilibre des forces, ce qui de fait est le cas. Est-ce que la tentative de l'hégémon, Washington, a échoué à prendre le contrôle des flux énergétiques et à couper la Chine de ses principaux fournisseurs de pétrole et de gaz? À propos de la Chine, non, ça n'a pas marché, parce que les relations entre l'Iran et la Chine sont stables. Ils ont plusieurs accords, et même quand le détroit d'Ormuz était officiellement fermé, des pétroliers liés à la Chine ont quand même pu quitter la région. Bon, peut-être que les États-Unis ont regardé ailleurs à ce moment-là. Je ne sais pas, mais je pense que la Chine mène une politique très habile dans la région. Elle reste toujours en dialogue avec tout le monde et apporte son soutien là où c'est possible. Mais elle ne veut pas intervenir militairement. Ça, la Chine ne veut pas le faire. Donc, à mon avis, la région n'est pas perdue pour la Chine, même si c'était justement l'un des objectifs des Américains. Avec la destruction du gazoduc Nord Stream, c'est surtout l'Allemagne, mais aussi l'Europe, qui sont tombés dans le piège énergétique des États-Unis. Nous sommes désormais devenus les esclaves énergétiques de l'Amérique. Est-ce que les États-Unis essayent, avec cette guerre contre l'Iran, de faire quelque chose de similaire avec leurs vassaux dans le Pacifique, en Asie? Eh bien, ils travaillent déjà à encercler la Chine, ça c'est sûr.
Mais la vraie question, c'est de savoir s'ils vont y arriver. Parce que bien sûr, les pays asiatiques voient aussi ce qui s'est passé avec l'Iran, ce que les États-Unis annoncent et ce qu'ils sont réellement capables de tenir. Je pense que la perte de confiance, les capacités des forces armées américaines, mais aussi dans leur volonté politique et leur fiabilité, est observée avec beaucoup de scepticisme et de prudence par les États asiatiques. Est-ce que les Européens sont les perdants dans cette histoire? Les Américains ont leurs propres ressources énergétiques. Les Européens, eux, ont été coupés de celles venant de Russie. Ils ont dû, au moins en partie, se tourner vers le pétrole et le gaz du Proche et du Moyen-Orient. Mais ces ressources ont aussi manqué, au moins pendant un certain temps. Et au final, c'est l'Union européenne qui paie l'addition, non? Die Europäische Union zahlt die Zeche, oder? Disons qu'ils se sont souvent engagés dans la mauvaise direction avec leur politique. Ils portent donc une part de responsabilité dans la situation où ils se trouvent aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas su développer une politique européenne indépendante. Cette idée du genre « nous formons un empire avec les Américains et la région du Proche et du Moyen-Orient autour de la Méditerranée, c'est notre zone d'intérêt ». Eh bien, ce langage-là ne fonctionne plus aujourd'hui. Cette idée d'hégémonie sur d'autres régions, sur d'autres peuples, elle n'a plus de sens. Je pense que la politique de l'Union européenne, surtout celle de la Commission européenne, qui s'est peu à peu arrogée de plus en plus de décisions pour toute l'Union, s'est mise dans une impasse. Parce qu'en réalité, on ne la prend plus vraiment au sérieux. Au Moyen-Orient, plus du tout d'ailleurs. Et bien sûr, ils seraient prêts à revendre leur gaz liquéfié ou leur pétrole à l'Allemagne comme avant. Ce n'était pas ça le problème. La guerre a été utilisée comme prétexte ici en Europe. À mon avis, on s'est simplement rendu dépendant des mauvaises personnes, des Américains et d'une certaine manière aussi d'Israël. Et cette relation continue d'ailleurs entre l'Allemagne et Israël. Oui, ils se font avoir, mais au fond, c'est aussi de leur faute. Les gouvernements. Bien sûr, le gouvernement, c'est de ça qu'on parle. Au final, c'est le contribuable qui devra payer la note. Si on regarde maintenant le bilan global, est-ce que les agresseurs, Washington et Israël, se sont trompés dans leurs calculs? Absolument. Je pense que Washington a suivi la ligne d'Israël. Il faut aussi tenir compte de l'influence énorme des amis d'Israël sur la politique américaine. Quand on voit Netanyahou parler devant le Congrès et recevoir 20 minutes d'ovation debout, c'est quand même un peu inhabituel pour les États-Unis, je dirais. Cette dépendance de la politique américaine ou de certains responsables politiques vis-à-vis des soutiens d'Israël aux États-Unis a, selon moi, conduit à de mauvaises décisions à Washington. Et Netanyahou, lui, pensait que toute la région lui appartenait. Il a utilisé les armes de manière excessive partout, rien qu'au Liban, mais aussi en Syrie, où il est intervenu et a pratiquement coupé le sud du pays du reste du territoire. Süden abgeschnitten vom Rest des Landes. Je pense que Netanyahou s'est tout simplement complètement surestimé. Il a cru, pour le dire un peu familièrement, qu'il avait Trump dans sa poche. Mais le ministre des Affaires étrangères, Rubio, a d'ailleurs dit dans une interview sur Fox « Nous suivons désormais nos propres intérêts. Nous savons que cela ne plaît pas à M. Netanyahou ni à Israël, mais pour l'instant, nos intérêts passent avant tout dans la négociation de ce mémorandum d'entente. Et ça veut dire qu'à quelques mois seulement des nouvelles élections en Israël, Netanyahou se retrouve maintenant sous une pression énorme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les intérêts des États-Unis? Qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir avec cette guerre?
Also, sie wollten auf jeden Fall erreichen, dass ein Regime change. Ils voulaient Das war das, was absolument Regime change, provoquer un Zerstörung changement de der régime, Atomanlagen, c'était bien also ça leur er bombardiert objectif, Atomanlagen. et Das détruire ist les de installations nucléaires. facto Mais enfin, tatsächlich. qui bombarde Und des installations das, nucléaires? C'est un dass sie crime de da guerre, ja de praktisch fait, über réellement. alle Et übers ils ont tout internationale simplement Recht, über die ignoré UN-Charta, le über droit alle Regeln, international, la Charte die des wir Nations gesetzt Unies, haben toutes mit les règles Israel. avec Israël. Ils Das l'ont haben fait sie parce gemacht, weil que sie dachten, ils sie haben pensaient das que in tout einer serait Woche réglé en erledigt. une semaine. C'est pour Deswegen ça que les wurden sie dirigeants ont direkt été auch directement die éliminés, aussi bien en juin de l'année Führungspersonen dernière que de nouveau en février, à la fin du mois, quand la guerre a repris. jetzt wieder im Februar, also Ende Februar, als der Krieg wieder aufgenommen wurde. Und sie haben gedacht, sie können Ils pensaient pouvoir utiliser les manifestations qui ont eu lieu en Iran pour lancer une attaque contre le régime, provoquer un changement de régime et mobiliser, disons, leurs forces supplétives régionales, comme les Kurdes par exemple, afin qu'elles interviennent et prennent certaines positions. Cette idée était complètement absurde. Elle ne vient que du fait qu'ils ne connaissent pas l'Iran, pas plus que les Européens d'ailleurs. Leur logique, c'était soit un changement de régime, soit la division du pays. En gros, le fragmenter, appliquer la vieille règle du diviser pour mieux régner et provoquer des affrontements internes en Iran. Mais la réaction, ça, ils ne l'avaient pas prévu. L'Iran, c'est l'extrémité sud du corridor nord-sud russe qui va de Saint-Pétersbourg jusqu'au golfe Persique. En même temps, l'Iran est un carrefour essentiel du nouveau projet de route de la soie lancé par la Chine. Alors, s'agissait-il vraiment d'autre chose? Était-ce une manière d'affaiblir la Russie, de frapper dans cette zone sensible au sud de la Fédération de Russie? Ou bien voulait-on bloquer les routes commerciales chinoises? Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'était clairement une idée qui, pour certains stratèges aux États-Unis, jouait un rôle en arrière-plan. En Israël, je pense que c'était moins le cas. Là-bas, ils voulaient surtout imposer le concept du Grand Israël. Avec le Grand Moyen-Orient, Israël devait aussi participer, s'agrandir. Mais bien sûr, vous avez raison, toutes ces activités militaires, toutes ces sanctions, tout ce qui vise l'Iran, en réalité, ça vise les liens de l'Iran avec la Russie et aussi ses liens avec l'Asie et avec la Chine. C'est un plan qui existe depuis très très longtemps. La Commission européenne, et c'est bien que vous le rappeliez, parce que ce projet de la route de la soie, c'est quand même un projet qui a beaucoup de succès dans la région. Et Madame von der Leyen a annoncé il y a quelques années un projet européen, comment l'avait-elle appelé déjà, en quelque sorte un contre-projet. L'idée, c'était de créer des voies de connexion contrôlées et financées par l'Europe, clairement en opposition à l'initiative des nouvelles routes de la soie. L'un de ces projets a même fait la une liaison entre l'Inde, la péninsule arabique, Israël, la Méditerranée et l'Europe. Il y a eu une déclaration d'intention, soutenue aussi par les Américains. C'était clairement un modèle alternatif à celui des routes de la soie. Mais, à mon avis, ce projet chinois a déjà tellement d'avance que c'est difficile à rattraper. Les Américains et les Européens, selon moi, se font une idée complètement fausse des relations qui se sont déjà développées autour de cette initiative entre la Chine et les pays qui y participent. Regardons du côté d'Israël. Vous avez parlé du projet du Grand Israël. Qu'est-ce que Netanyahou voulait vraiment atteindre? S'agissait-il de ce projet du Grand Israël, du Nil jusqu'à l'Euphrate? Oui, il est soutenu par les colons de droite, par le mouvement des colons. Ils sont déjà entrés au Liban, ils sont allés en Syrie et ont commencé à y construire les premières cabanes. Donc c'est son électorat, il doit les satisfaire avec sa politique. Et puis bien sûr, Netanyahou, c'est aussi quelqu'un qui, dès sa famille, a été formé dans cet esprit-là par son père, avec son frère, qui est mort à la guerre. C'est, disons, un héritier des tout premiers sionistes, ceux qui, dès le départ,
avait ce projet d'installer Israël dans la région, puis de s'étendre à partir de là pour accomplir cette mission selon laquelle Israël doit à nouveau occuper tout le territoire. C'est du colonialisme de peuplement. Israel das ganze Gebiet wieder kontrollieren soll. Das ist eine religiöse Bewegung, die sich vermischt mit Machtpolitik. Siedlerkolonialismus? Ist das Instrument. Das heißt, wir Ça veut dire qu'on s'installe et qu'on chasse les autres. Obwohl sie wissen, dass die anderen da sind, und zwar von Anfang an. Même s'ils savent que les autres sont là, et ce, depuis le tout début. Et il y a des gens, des observateurs dans la région, qui disent que finalement ce combat des Palestiniens ou aussi des Libanais, c'est le dernier mouvement de libération anticoloniale qu'on puisse encore voir. Et que, d'une certaine manière, Israël serait la dernière colonie encore existante, mais qui sera inévitablement détruite ou qui se désagrégera de l'intérieur. Les conflits internes en Israël sont d'ailleurs énormes. Ils se jouent surtout dans les médias. Et à mon avis, la manière dont la région perçoit l'État d'Israël, c'est précisément celle-là, une colonie issue des anciennes puissances impériales occidentales. Mächte. Großbritannien auf jeden Fall. Man muss zurückgehen zum Ersten Weltkrieg. Le Royaume-Uni, oui, absolument. Il faut remonter à la Première Guerre mondiale, et même un peu avant. Ils avaient cette idée, j'en ai parlé récemment avec quelqu'un, l'Irlande, on le sait, a longtemps combattu la domination britannique, surtout en Irlande du Nord. Et cette personne me faisait remarquer que pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques disaient « Nous avons besoin d'un petit Ulster au Moyen-Orient, comme la ville d'Ulster en Irlande du Nord, une sorte de bastion où ils pourraient installer leurs forces militaires. » C'était la logique britannique à l'époque, et les Français ont soutenu cette idée pendant la guerre. C'est bien de revenir un peu en arrière dans l'histoire. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été étudiées en profondeur, y compris par des historiens israéliens, et il existe de nombreuses sources britanniques qui montrent très clairement qu'Israël devait être créé et soutenu comme une sorte de base dans cette région. Pourquoi ? À cause du pétrole, pour en garder le contrôle. Et comme l'ont dit les Britanniques à l'époque, nous ne voulons pas seulement les sources de pétrole, nous voulons aussi contrôler les ports par lesquels il sera transporté jusqu'à chez nous. Tout cela, c'était déjà présent lors des négociations de paix de Paris, après la Première Guerre mondiale. Les Britanniques étaient à la table des discussions. Là, la bande de Gaza entre en jeu. D'abord comme zone de passage pour un gazoduc, mais aussi à cause des gisements de gaz situés au large de ses côtes. Et on sait, par exemple, que les Rothschild s'y intéressent déjà. Est-ce que cela a été un facteur déterminant dans le massacre commis par Israël contre les Palestiniens? Je pense que le moteur principal, c'était vraiment le racisme envers les Palestiniens. L'objectif, c'était de les anéantir, de les chasser. Je crois que c'était effectivement un élément déterminant pour ceux qui financent tout ça, ceux qui ne sont pas forcément sur place, mais qui soutiennent depuis l'extérieur d'une manière ou d'une autre avec de l'argent et des armes. Et puis, il y a aussi les gisements de gaz encore inexploités en Méditerranée orientale, qui jouent un rôle majeur. Au large de Gaza, du Liban, de la Syrie, autour de Chypre, il y a d'énormes tensions à cause de ces réserves de gaz qui ne sont pas encore toutes explorées. Et il y a déjà des disputes sur qui a accès à quoi, y compris avec la Turquie et l'Union européenne. J'évoquais tout à l'heure ce projet impérial européen, cette idée de vouloir contrôler toute la région, tout ce qui entoure la Méditerranée. Cela inclut bien sûr les ressources naturelles sur terre comme en mer. Donc oui, tout ça joue clairement un rôle très important. Pour les habitants de Gaza, les conséquences sont terribles. Et pendant que le monde regarde ailleurs, les combats continuent là-bas, n'est-ce pas? Die Angriffe
Les attaques, enfin, il n'y a pas vraiment de combat. Le Hamas a maintenant déclaré qu'il remettrait ses armes, après de nouvelles négociations au Caire, à une autorité spéciale, donc une autorité palestinienne. Mais la police, à l'intérieur de Gaza, doit rester armée. Et Israël soutient aussi des milices. Ils ont formé, armé et financé des milices qui ont combattu, à l'intérieur de la bande de Gaza, contre le Hamas et d'autres organisations. Gegen die Hamas und andere Organisationen gekämpft hat. Das war schon vor dem Krieg übrigens so. Die haben sogar, das sind Einheiten, die haben mit Daesh, also mit dem Islamischen Staat, auch auf der Sinai-Halbinsel gekämpft. Also die Angriffe von Israël. Les attaques d'Israël continuent, des frappes ciblées sur les camps de réfugiés, et ils étendent leur zone de contrôle. Aujourd'hui, ils en sont à environ 70%. Ils avaient tracé ce qu'ils appelaient une ligne jaune. Cette ligne jaune est devenue orange, si je ne me trompe pas. Et maintenant, ils sont encore un peu en avant. Et quand on écoute les gens là-bas, on comprend qu'ils sont coupés, non seulement de leur lieu d'origine, qui sont détruits, mais aussi de leurs champs, de leurs terres agricoles que les Palestiniens cultivaient. Autrement dit, on leur retire peu à peu tous les moyens de subsistance. Et ce fameux Board of Peace que M. Trump avait lancé en grande pompe, eh bien, je crois qu'il a démarré comme un tigre et qu'il a fini comme un paillasson. En réalité, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, sous la présidence de, on peut le dire, du criminel de guerre Tony Blair, un consortium privé devait transformer la bande de Gaza, réduite en ruines, en un paradis touristique. Qu'est-il advenu de ce projet? On en a souvent parlé au Forum économique mondial de Davos. Jared Kushner avait même montré aux participants avec une présentation PowerPoint comment il imaginait tout ça. Franchement, c'est absurde. Pour l'instant, ce n'est pas du tout un sujet. Les Israéliens continuent d'avancer, ils bombardent toujours, il y a des discussions avec le Hamas et des médiateurs au Caire, mais ce comité, celui qui devait être mis en place, je ne sais même pas si tous ses membres ont déjà été nommés. En tout cas, il n'est pas vraiment actif. Les Palestiniens vont-ils être expulsés de Gaza? C'est bien l'objectif, mais ça ne marche pas, parce que l'Égypte ne le veut pas. Et puis, économiquement, elle ne le peut pas non plus. Il faut aussi se poser la même question pour la Cisjordanie. Là non plus, ça ne marche pas parce que la Jordanie refuse. Donc eux, ils le peuvent. Un État qui compte déjà plusieurs centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Ja, mehrheitlich. Die Bevölkerung ist mehrheitlich palästinensisch tatsächlich. Und eigentlich sieht man an allen Grenzen Israels, dass also diese ganzen Pläne, die auch von der UNO abgesegnet wurden, Zwei-Staaten-Lösung und wie auch immer. Et quoi qu'il en soit, tout ça a été rendu absurde par le refus israélien. Même quand ils étaient assis à la table des négociations, ensuite ils ne s'en sont absolument pas souciés. Et l'objectif du mouvement des colons, des ministres qui les représentent, y compris ceux du gouvernement Netanyahou aujourd'hui, c'est de soutenir la colonisation, la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et l'expulsion de Gaza. Mais je pense que dans les faits, c'est tout simplement irréalisable. En dehors du fait que les gens ne le veulent pas, les Palestiniens veulent rester. Et c'est un peu la même chose en Cisjordanie, vous l'avez mentionné. Là aussi, les Israéliens essayent d'étendre leur zone de colonisation. Que se passe-t-il exactement là-bas? Il y a des attaques tous les jours contre des villages, contre des communautés rurales, y compris celles des Bédouins, par exemple, qui ont aussi du bétail. Leur bétail est volé par les colons, leurs maisons et leurs étables sont incendiées et des gens sont abattus.
Chaque jour, il y a des morts. Ces colons arrivent souvent la nuit, ils envahissent les villages, tirent les gens de leur sommeil et les chassent. Franchement, je ne trouve même pas les mots pour décrire ça. Le chancelier a pris la parole à propos de l'Iran. Il a dit « Israël fait le sale boulot pour nous ». Qu'en pensez-vous? Eh bien, ça montre surtout qu'il existe une forme de complicité entre, au minimum, l'Allemagne et Israël dans cette manière d'agir. Et tout ce que vous dites, qu'il y a un canal de dialogue avec le gouvernement israélien, qu'il n'est donc pas nécessaire d'imposer des sanctions ou de suspendre l'accord d'association avec l'Union européenne, tout cela, on nous dit que ce n'est pas utile, puisqu'on discute déjà avec Israël. L'Allemagne achète des armes à Israël. Il y a des accords prévoyant que la police allemande, la police des frontières, la police fédérale soient formées par des unités israéliennes pour apprendre de leur expérience en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. C'est cynique, franchement. Donc, oui, ce sont des complices. Il y a une complicité. Et il se peut que si le droit international retrouve un jour toute sa force, les Allemands eux-mêmes finissent devant la Cour pénale internationale. Il y a eu un vif débat lors d'une assemblée du personnel au ministère des Affaires étrangères où certains employés ont réclamé une attitude plus ferme envers Israël. Ils craignent apparemment d'être arrêtés à l'étranger, en dehors de l'Union européenne. Comment tout cela est-il lié? Oui, c'est exactement ça. Il y a en fait plusieurs plaintes contre des Allemands qui ont la double nationalité avec Israël et qui, en tant que réservistes, sont rappelés sous les drapeaux, y compris pour participer à des opérations militaires. Certains cas ont été signalés à Francfort. Et bien sûr, si le ministère des Affaires étrangères autorise qu'ils soient envoyés ou rappelés dans une telle situation pour faire leur service militaire en Israël contre les Palestiniens, alors les proches de ces personnes peuvent aussi déposer plainte ici en Allemagne. Pas seulement contre ces individus, mais aussi contre la République fédérale d'Allemagne, parce que l'Allemagne fournit des armes qui ont été utilisées dans cette guerre. Vous dites souvent que vous ne livrez pas certaines armes, mais en réalité vous fournissez des équipements pour le char Merkava, qui est pourtant très impliqué, non seulement à Gaza, mais aussi au Liban et en Syrie. Ce char sert à détruire des infrastructures et bien sûr aussi à tirer, notamment dans l'artillerie. Et il y a beaucoup de familles, de proches qui sont directement touchés par tout ça. Ces gens vivent ici, en Allemagne, mais aussi en France ou en Angleterre. Il y a déjà plusieurs plaintes et procédures en cours, et l'Allemagne devra certainement en répondre. Et un pays comme le Nicaragua a porté plainte contre l'Allemagne pour complicité de génocide. Où en est cette affaire? Comment les choses vont-elles évoluer en Syrie? Vous avez dit qu'Israël a coupé la partie sud du pays. Est-ce que le but, c'est de démanteler ce pays, de le plonger dans une guerre civile sans fin? Quelles sont les intentions à Tel Aviv? Alors Tel Aviv a réagi immédiatement quand, vous savez, il y a eu un cessez-le-feu au Liban entre le Hezbollah et Israël. C'était le 24 novembre 2024, je crois, ou à la fin du mois de novembre. Et ces troupes de Jolani, disons ces groupes islamistes qui étaient à Idlib ces dernières années, ont tout de suite saisi cette occasion pour avancer vers Alep. Donc, c'est très clair. Il y avait un accord selon lequel Israël acceptait le cessez-le-feu à ce moment-là, tout en avançant en Syrie pour tirer parti de la chute du gouvernement.
der Regierung dann auszunutzen für sich. Die sind über den besetzten Golan, über die Ils sont entrés par le Golan occupé en traversant la zone tampon contrôlée par l'ONU. Lors de leurs frappes aériennes, plus de 500 attaques, ils ont détruit toutes les installations militaires de l'armée syrienne dans tout le pays, y compris la petite flotte qu'elle avait dans le port d'Alep, qu'ils ont coulée. Et ils ont construit des bases militaires sur le territoire même de la zone tampon contrôlée par l'ONU, sur les hauteurs du Golan. C'est une bande étroite située et le Golan occupé et annexé par Israël. Là, les Israéliens ont immédiatement installé 5 ou 6 bases militaires. 5 oder 6 Militärbasen sofort aufgebaut. Sie haben den Berg Hermon eingenommen, also die Spitze. Ils ont pris le mont Hermon, donc le sommet. Avant, c'était sous contrôle syrien. Bien sûr, tout en haut, l'armée syrienne avait ses installations militaires, les Israéliens s'en sont emparés, ils y ont hissé le drapeau israélien et diffusé les photos, et ça leur a permis, par exemple, de contrôler, depuis cette montagne, l'ensemble des communications entre Beyrouth et Damas. Moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai reçu soudain un message. J'étais à Damas, sur le mont Kassioun, la montagne qui domine la ville. Et tout à coup, ding, 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 je reçois un message sur mon portable. Bienvenue en Israël. Und auf einmal kriege ich Klingelingeling auf meinem Handy eine Nachricht, Welcome to Israel. Wie hoch ist das Risiko? Quel est le risque que, à cause du conflit en Syrie, Israël se retrouve entraîné dans un affrontement armé avec la Turquie? Ja, das ist real. Oui, c'est bien réel. En ce moment, les États-Unis se placent un peu entre les deux, en accordant à chacun certaines zones, plus ou moins clairement. Par exemple, Israël avance depuis le sud et a réussi, en pratique, à imposer que dans le sud de la Syrie, les autorités syriennes n'aient plus d'armes. Ils ont de fait séparé Soueïda. Il existe maintenant une sorte de frontière entre la province de Damas et celle de Soueïda. De chaque côté, il y a des contrôleurs. Et quand on entre à Soueïda, il y a un poste de contrôle avec une étoile de David dessus et dans Soueïda, le drapeau israélien est hissé. On peut dire, pour simplifier un peu, au nord, la Turquie avance en Syrie, au sud, les Israéliens progressent, et entre les deux, les Américains sont assis sur les puits de pétrole qu'ils détiennent illégalement. Exactement. Et puis au milieu, entre ces trois-là, autour de Damas en quelque sorte, il y a donc M. Jolani, c'est-à-dire Ahmed al-Shara, qui veut se présenter comme un président syrien. Et il sera accueilli en Allemagne comme un chef d'État, alors que c'est un meurtrier. Oui, malheureusement, les Nations Unies l'ont déjà blanchi. Le Conseil de sécurité a... Enfin, c'est évidemment... Oui, c'est complexe, comme je l'ai dit au début. Tout ce qui est lié à cette région, tout ce qui s'y est passé ces dernières années, tout ce qui est détruit, ceux qui essayent d'y imposer leur pouvoir, tout cela représente en réalité une immense attaque contre ce que nous avons appris ici, en Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale. Contre le droit, contre une certaine idée du droit international, des droits humains, et tout le reste. Tout cela a été complètement vidé de son sens là-bas. Et je dois dire qu'avec ce résultat avec l'Iran, on met au moins un premier frein à tout ça. Reste à voir jusqu'où cela tiendra, dans les autres pays aussi et au niveau international. Mais il faut simplement reconnaître, enfin, jusqu'où tout ça ira. C'est encore une autre question. Mais il faut reconnaître que c'est en fait l'Iran qui, par son comportement et sa politique, oui, par sa victoire actuelle, a fait en sorte qu'on puisse au moins encore se référer au droit international, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans le mémorandum d'entente, qui par endroits se lit presque comme un extrait de la Charte des Nations Unies. Et ça, c'est clairement grâce aux Iraniens, qui sont d'excellents diplomates et qui ont participé à la fondation de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est à eux qu'on doit le fait que tout cela tienne encore, au moins pour le moment,
et qu'on puisse s'y appuyer. Et d'ailleurs, on devrait le faire. Auf den man sich beziehen kann. Das sollte man übrigens auch tun. Würden Sie sagen, dass der Iran das Völker... Diriez-vous que l'Iran a défendu le droit international face à la supériorité d'Israël, des États-Unis et de l'Europe? Oui, c'est exactement ce que je pense. Karine Lekefeld, l'experte du Moyen-Orient, affirme que l'Iran, par sa victoire dans le conflit contre les agresseurs israéliens et américains, a défendu le droit international. Merci beaucoup pour cela. Je vous remercie également. Chez Contre le courant, nous montrons des positions et des points de vue que les médias de propagande passent sous silence. Verschweigen.